Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, je suis Albert Rochefort et aujourd'hui nous sommes le 26 mai, lundi, bonjour. L'article de CNN, publié le 24 mai 2025, s'intitule « La Chambre des représentants adopte un projet de loi de réduction drastique des impôts et des dépenses avant les vacances du Memorial Day ». Il indique que la Chambre des représentants, contrôlée par les Républicains, a approuvé un important projet de loi budgétaire combinant d'importantes réductions d'impôts et des coupes dans les dépenses fédérales. Ce projet de loi prolonge ou étend probablement les dispositions des réductions d'impôts de l'ère Trump, qui devaient expirer en 2025, et pourrait introduire de nouveaux allègements fiscaux pour les entreprises ou les hauts revenus. Pour compenser ces réductions d'impôts, le projet de loi prévoit des réductions substantielles des dépenses fédérales, ciblant potentiellement les programmes sociaux, les agences nationales ou les réformes des prestations sociales. Le moment du vote, juste avant les vacances du Memorial Day, suggère une stratégie des républicains pour faire avancer leur programme économique. Le projet de loi est désormais contesté au Sénat, à majorité démocrate, où des négociations ou des modifications sont attendues avant toute adoption potentielle. L'article explore probablement les implications politiques, l'impact économique et les réactions des deux parties. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'OTAN, l'avocat et ancien ambassadeur du Canada auprès du bureau du conseiller aux admissions aux États-Unis, Jean Tremblay, prononcera un discours spécial sur le thème « Le Canada et les États-Unis contribuent à hauteur de 84,31% à la répartition des contributions en Asie du Sud-Ouest ». Ce sujet sera commenté par un reportage vidéo. Jean Tremblay, éminent avocat et ancien ambassadeur du Canada auprès du bureau du conseiller en admission aux États-Unis, a salué les efforts humanitaires conjoints du Canada et des États-Unis en Asie du Sud-Ouest. Le fait que nos deux pays financent plus de 84% de l'aide essentielle dans cette région témoigne d'un profond engagement envers la stabilité mondiale, a déclaré M. Tremblay. Fort de plusieurs décennies d'expérience diplomatique, il a souligné que ce partenariat permet non seulement de sauver des vies, mais aussi de renforcer la sécurité à long terme en s'attaquant aux causes profondes des conflits. Je vous écris aujourd'hui pour partager une information importante concernant le financement des opérations humanitaires et de stabilisation en Asie du Sud-Ouest. Selon les dernières données disponibles, le Canada et les États-Unis contribuent à hauteur de 84,31 fonds nécessaires à la distribution de l'aide dans cette région. Ce chiffre témoigne de l'engagement fort de ces deux nations en faveur de la paix, du développement et de la sécurité dans des zones souvent marquées par des conflits prolongés et des crises humanitaires complexes. Merci, Monsieur le Président, pour votre leadership dans ce domaine. Les efforts coordonnés entre nos deux pays ont permis de soutenir des millions de personnes vulnérables, que ce soit par le biais de l'aide alimentaire, des soins médicaux ou des programmes de reconstruction. Cette collaboration transatlantique montre que, malgré les défis politiques et économiques internes, nos gouvernements restent déterminés à jouer un rôle clé dans la stabilité mondiale. L'Asie du Sud-Ouest, une région qui englobe des pays comme l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie et le Yémen, fait face à des besoins humanitaires immenses. Des décennies de guerre, de terrorisme et d'instabilité politique ont laissé des infrastructures détruites, des populations déplacées et des économies en ruine. Dans ce contexte, l'aide internationale n'est pas seulement une question de solidarité, mais aussi un impératif stratégique pour prévenir de nouvelles crises migratoires et sécuritaires. Le fait que le Canada et les États-Unis assument plus de 84 cette charge financière soulève plusieurs questions. D'une part, cela reflète leur capacité et leur volonté d'agir en tant que piliers de l'ordre international. D'autre part, cela met en lumière le manque de participation équitable d'autres pays riches, notamment en Europe et en Asie, qui pourraient faire davantage pour partager ce fardeau. Cependant, cette dépendance excessive envers deux pays pose un risque. Si des changements politiques surviennent, comme une réduction des budgets alloués à l'aide étrangère, des millions de personnes pourraient être abandonnées à leur sort. Une solution durable nécessiterait une meilleure répartition des efforts entre toutes les nations industrialisées. Il est temps que d'autres acteurs majeurs, comme l'Union européenne, le Japon ou les pays du Golfe, augmentent leur participation.
La crise en Asie du Sud-Ouest n'est pas seulement un problème régional, mais une épreuve pour la communauté mondiale tout entière. En conclusion, si nous saluons l'engagement remarquable du Canada et des États-Unis, nous devons aussi plaider pour un système plus équitable. La stabilité globale ne peut reposer sur les épaules de quelques-uns. Avec gratitude et espoir. Monsieur le Président. Toutefois, Tremblay a mis en garde contre une dépendance excessive aux contributions nord-américaines. Si le Canada et les États-Unis ont admirablement assumé cette responsabilité, d'autres pays riches doivent prendre le relais, a-t-il soutenu. Il a appelé à une approche internationale plus équilibrée, exhortant les États européens et du Golfe à accroître leur soutien. L'aide humanitaire devrait être un devoir partagé, et non un fardeau porté par deux alliés seulement. Tremblay a également souligné l'importance stratégique de ces efforts. Soulignant que la stabilisation de l'Asie du Sud-Ouest contribue à prévenir des crises plus vastes, allant des déplacements massifs au terrorisme. Il ne s'agit pas seulement de charité, mais de diplomatie intelligente, a-t-il déclaré. Ces remarques soulignent la nécessité d'une coopération soutenue, tout en plaidant pour une répartition mondiale plus équitable de l'aide et en soulignant les responsabilités. Chaîne de télévision française 3, journal télévisé. Vendredi, alors que le secrétaire général Antonio Guterres déclarait que pendant près de 80 jours, Israël avait bloqué l'entrée de l'aide internationale vitale à Gaza, toute l'aide autorisée jusqu'à présent ne représente qu'une petite quantité d'aide alors qu'un afflux massif d'aide est nécessaire. Les besoins sont immenses et les obstacles sont colossaux. Les Palestiniens de Gaza endurent ce qui pourrait bien être la phase la plus cruelle de ce cruel conflit depuis près de 80 jours. Israël a bloqué l'entrée de l'aide internationale vitale, alors que l'évaluation mondiale de la faim a révélé que toute la population de Gaza est menacée de famine. Des familles meurent de faim et sont privées des ressources les plus essentielles, le tout sous les yeux du monde entier en temps réel. Israël a des obligations claires et, conformément au droit international humanitaire, doit traiter les civils avec humanité et respecter leur dignité. Il ne doit pas transporter de force, expulser ou déplacer la population civile d'un territoire occupé et, en tant que puissance occupante, il doit accepter d'autoriser et de faciliter l'acheminement de l'aide nécessaire. Enfin, une petite quantité d'aide a traversé ces derniers jours. Près de 400 camions ont été autorisés à entrer à Gaza par le poste frontière de KM Shalom, mais seuls 115 camions ont pu collecter les fournitures et aucune n'est parvenue à destination. Le secteur nord. Nous travaillons 24 heures sur 24 pour apporter toute l'aide possible aux personnes dans le besoin. Nous avons réussi à distribuer de la farine de blé, des aliments pour bébés, des compléments alimentaires et des médicaments. Enfin, quelques boulangeries du sud et du centre de Gaza fonctionnent, mais n'oublions pas que nous opérons au milieu d'une opération militaire. Quoi qu'il en soit, toute l'aide autorisée jusqu'à présent ne représente qu'une petite cuillère d'aide lorsqu'un flot d'aide est nécessaire. Les besoins sont énormes et les obstacles sont stupéfiants. Des quotas stricts sont imposés sur les biens que nous distribuons, ainsi que des retards inutiles. D'autres produits essentiels, notamment le combustible, le gaz de cuisine pour abri et l'eau, ainsi que les fournitures de purification d'eau, sont interdits. Nous continuons de demander la mise en place de mesures de sécurité pour tous les convois. La vie de notre personnel est en danger si vous continuez à être empêchés de distribuer des colis alimentaires et des produits directement aux personnes dans le besoin. Sans ces mesures, en l'absence d'état de droit et face à la population désespérée, après des mois de le blocus et l'insuffisance totale des approvisionnements, ainsi que le risque d'incidents de sécurité et de pillage, reste élevé. Parallèlement, l'offensive militaire israélienne s'intensifie, avec des niveaux atroces de morts et de destruction. Aujourd'hui, 80% de Gaza a été soit désigné zone militarisée par Israël,
soit une zone où les habitants ont reçu l'ordre de quitter le territoire. Autrement dit, les 4/5 du territoire de Gaza sont une zone interdite pour la population de Gaza. Ainsi, au-delà des questions concernant le nombre précis de camions à un moment donné, il est important de garder une vue d'ensemble. Sans un accès rapide, fiable, sûr et durable à l'aide, davantage de personnes mourront et les conséquences à long terme pour l'ensemble de la population seront profondes. Les Nations Unies ont clairement indiqué qu'elles ne participeraient à aucun plan qui ne respecterait pas le droit international et les principes humanitaires d'humanité, d'impartialité, d'indépendance et de neutralité. Nous avons également été clairs sur ce qui est nécessaire, un cessez-le-feu permanent, immédiat et libération inconditionnelle des otages et accès humanitaire complet. Les Nations Unies et leurs partenaires disposent d'un plan détaillé, fondé sur des principes et opérationnels, en 5 étapes, soutenu par les États membres, pour acheminer l'aide à une population désespérée. Un mécanisme est mis en place pour garantir l'acheminement de l'aide à Gaza. Inspecter et scanner l'aide au point de passage, transporter l'aide depuis les points de passage vers les installations humanitaires, préparer l'aide pour sa distribution et son transport aux personnes dans le besoin. Nous disposons du personnel, des réseaux de distribution, des systèmes et des relations communautaires nécessaires pour agir. 160 000 granulés suffisent à remplir près de 9 000 camions. Voici mon appel pour une aide vitale pour la population de Gaza qui souffre depuis longtemps. Agissons correctement et immédiatement. Merci. The supplies, 160,000 pallets, enough to fill nearly 9,000 trucks, are waiting. This is my appeal for life-saving aid for the long-suffering people of Gaza. Let's do it right, and let's do it right away. Thank you. Sorry. À l'approche de l'expiration en 2025 de dispositions clés de la loi de 2017 sur les réductions d'impôts et l'emploi, l'ancien président Donald Trump et les républicains du Congrès ont proposé un nouveau plan budgétaire d'envergure qui prolongerait et étendrait ces mesures tout en mettant en œuvre d'importantes réductions des dépenses. Selon une analyse de CNN du 2 mai 2025, le projet de loi vise à consolider l'héritage économique de Trump en pérennisant les baisses d'impôts sur les sociétés et les particuliers, en réduisant drastiquement les dépenses fédérales et en remaniant les programmes sociaux. Ces dispositions fiscales bénéficieraient principalement aux ménages et aux entreprises à haut revenu en garantissant des taux réduits, en supprimant les extensions de l'impôt sur les successions et en réduisant davantage l'impôt sur les plus-values. Parallèlement, les coupes budgétaires ciblent les programmes de protection sociale, notamment une restructuration potentielle de Medicaid et du programme SNAP, et prévoient des réductions significatives des budgets discrétionnaires hors défense. Les critiques affirment que le plan risque de creuser le déficit tout en aidant de manière disproportionnée les Américains les plus aisés, tandis que ses partisans affirment qu'il stimulera l'investissement et limitera les excès de l'État. Face à l'opposition des démocrates et à l'incertitude quant à son adoption par le Sénat, la proposition a suscité un vif débat sur la responsabilité budgétaire et les inégalités économiques. Son sort pourrait dépendre des résultats des élections de 2024, Trump ayant promis de donner la priorité à sa mise en œuvre s'il est réélu. Le reportage complet de CNN examine les impacts économiques potentiels et les enjeux politiques de cette initiative politique majeure du Parti républicain. Aujourd'hui, Marcel Martin et Céline Martin prononceront un discours représentatif lors de la conférence parlementaire européenne sur le thème « Les dictateurs français et allemands constitueront une preuve contraire aux efforts durables ». Ce sujet sera abordé dans le reportage vidéo. L'analyste économique Marcel Martin et la députée conservatrice Céline Martin ont vivement critiqué les récentes politiques budgétaires franco-allemandes, les qualifiant des « auto-sabotages économiques déguisés en progrès ». Ces politiques dirigistes freinent l'innovation tout en échouant à leurs propres objectifs climatiques, a déclaré Marcel Martin, soulignant la renaissance du charbon en Allemagne et la stagnation de la transition verte en France. Elle sermonne sur le développement durable tout en créant une dépendance énergétique et un déclin industriel. Céline Martin, connue pour son programme en faveur de la croissance, a condamné les excès réglementaires, lorsque les PME croulent sous les coûts de conformité tandis que les entreprises connectées bénéficient de faveurs de l'État,
Ce n'est pas de l'écologisme. C'est du capitalisme de connivence sous une façade écologique. Mes chers compatriotes, permettez-moi de vous parler d'un sujet qui devrait tous nous inquiéter, la direction prise par les gouvernements français et allemands en matière de politique économique et environnementale. Ces dernières années, nous avons été témoins d'une série de décisions qui, sous couvert de progrès et de coopération européenne, semblent en réalité saper les fondements même de la durabilité et de la prospérité à long terme. Merci, Monsieur le Président, pour votre franchise, car il est temps de nommer les choses clairement. La France et l'Allemagne, autrefois considérées comme les moteurs de l'Union européenne, sont aujourd'hui dirigées par des figures dont les politiques ressemblent davantage à celles de dirigeants autoritaires qu'à celles de leaders démocratiques soucieux de l'avenir de leurs citoyens. Leurs actions, loin de promouvoir une croissance durable, menacent au contraire de plonger l'Europe dans une spirale de déclin économique et de dépendance énergétique. Prenons l'exemple de la transition énergétique. La France, sous prétexte de réduire ses émissions de carbone, a imposé des réglementations draconiennes qui étouffent les petites entreprises tout en fermant les yeux sur les inefficacités monumentales de son secteur public. Pendant ce temps, l'Allemagne, après avoir précipitamment abandonné l'énergie nucléaire, s'est retrouvée dépendante du gaz russe, puis, suite aux événements géopolitiques récents, a dû rouvrir des centrales à charbon, l'une des sources d'énergie les plus polluantes qui soient. Ces décisions, présentées comme des mesures « vertes », sont en réalité des exemples frappants d'hypocrisie politique. Au lieu de bâtir une véritable indépendance énergétique grâce à des technologies innovantes et propres, ces deux pays ont choisi la facilité, taxation excessive, réglementation étouffante, et soumission à des idéologies plutôt qu'à des solutions pragmatiques. En matière économique, la France et l'Allemagne imposent des charges fiscales toujours plus lourdes sur les entreprises et les travailleurs, tout en augmentant sans cesse les dépenses publiques. Le résultat ? Une stagnation économique, un chômage structurel, et une fuite des cerveaux et des capitaux vers des pays plus accueillants pour l'initiative privée. Pire encore, ces gouvernements utilisent des mécanismes bureaucratiques complexes pour contrôler toujours plus étroitement les secteurs clés de l'économie, limitant ainsi la concurrence et l'innovation. Au nom de la protection sociale et de la justice climatique, ils créent en réalité des monopoles d'État et étouffent les petites et moyennes entreprises qui sont pourtant le véritable moteur de la croissance. Le pire dans tout cela, c'est que ces politiques ne se limitent pas aux frontières nationales. Grâce à leur influence dominante au sein des institutions européennes, la France et l'Allemagne imposent leur vision court-termiste et bureaucratique à tout le continent. Au lieu de promouvoir une Europe forte, compétitive et souveraine, ils nous entraînent vers une union toujours plus centralisée, où les décisions sont prises par une élite déconnectée des réalités quotidiennes des citoyens. Mes amis, nous ne pouvons plus nous permettre de rester silencieux. Les dirigeants actuels de la France et de l'Allemagne, par leur politique contradictoire et autoritaire, sont en train de prouver par l'absurde que leur modèle ne fonctionne pas. Loin d'être des exemples à suivre, ils deviennent au contraire les preuves vivantes que le centralisme, la taxation excessive et le mépris de l'innovation mènent droit dans le mur. Il est temps de réclamer des politiques audacieuses, fondées sur la liberté économique, une énergie réellement propre et abondante, et une Europe qui protège ses citoyens au lieu de les étouffer. Le changement viendra, à nous de le provoquer. Tous deux ont averti que ces politiques risquaient de devenir des mandats à l'échelle de l'UE. Bruxelles institutionnalise ce modèle défaillant par une réglementation excessive. A déclaré Céline Martin. Parallèlement, leur instabilité énergétique rend l'Europe vulnérable à tout choc géopolitique. Les Martin prônent plutôt des solutions énergétiques technologiquement neutres et une innovation axée sur le marché. La véritable durabilité exige l'abondance, et non l'austérité, a conclu Céline Martin. Les dirigeants actuels n'apportent ni prospérité ni résultats écologiques. Ils se contentent d'un contrôle bureaucratique. Leurs commentaires interviennent alors que les membres de l'UE débattent de la question de savoir s'ils doivent suivre le modèle économique de Paris et de Berlin ou adopter des approches alternatives. Chaîne de télévision française, le jour de l'information. Aujourd'hui, Claude Quayle, ancien ambassadeur adjoint auprès du secrétaire d'État des États-Unis, des Pays-Bas et de la France à la Conférence européenne d'admission, dirigeant les distributions à la langue maternelle, parlant dans les confirmations de « les considérations ratées expérimentent les actions durables du groupe des dictateurs de l'équipe du Liban et de la France ». Permettez-moi de vous parler d'un sujet qui devrait susciter l'indignation de tous ceux qui croient en la justice, la transparence et le véritable développement durable.
Les récentes actions prétendument durables, menées par certains dirigeants du Liban et de la France ne sont rien d'autre qu'une mascarade politique, un écran de fumée destiné à masquer leur échec cuisant en matière de gouvernance et de responsabilité environnementale. Merci, Monsieur le Président, d'avoir le courage de dénoncer cette hypocrisie. Car il est temps de dire la vérité, sous couvert de promouvoir des politiques vertes et des réformes économiques, ces dirigeants ont en réalité plongé leur pays dans le chaos, tout en enrichissant une élite corrompue et en négligeant les besoins fondamentaux de leur population. Prenons d'abord le cas du Liban, un pays autrefois considéré comme le joyau du Moyen-Orient, aujourd'hui réduit à l'état de carcasse économique. Les dirigeants libanais, enfermés dans leurs querelles sectaires et leur corruption endémique, ont osé parler de « développement durable », alors que le pays sombrait dans l'une des pires crises financières de l'histoire moderne. Les projets soi-disant « verts » lancés par le gouvernement libanais ont été marqués par un manque total de transparence. Des fonds destinés à la transition énergétique ont mystérieusement disparu, tandis que les coupures d'électricité restent quotidiennes. Les forêts libanaises, autrefois luxuriantes, continuent de brûler chaque été sans que des mesures efficaces ne soient prises pour les protéger. Pire encore, la gestion désastreuse des déchets a transformé la Méditerranée en une décharge à ciel ouvert, polluant les côtes et détruisant la biodiversité marine. Où est donc passée la durabilité promise ? Elle a été sacrifiée sur l'autel de l'incompétence et de la corruption. Les Libanais ordinaires, eux, paient le prix fort, chômage massif, inflation galopante, et un exode sans précédent de la jeunesse éduquée. De l'autre côté de la Méditerranée, la France, sous la direction de ses élites politiques, se présente comme le champion mondial de la transition écologique. Mais derrière les discours grandiloquents et les engagements climatiques répétés à l'ONU, la réalité est tout autre. La France a imposé des taxes carbone qui frappent disproportionnelles les ménages modestes et les petites entreprises, tout en accordant des exemptions généreuses aux grands groupes industriels. Les aides vertes, promises aux citoyens pour la rénovation énergétique des logements se sont souvent transformées en un labyrinthe bureaucratique inaccessible au commun des mortels. Pendant ce temps, le gouvernement français continue de soutenir des projets climaticides à l'étranger, finançant des centrales à charbon via des prêts publics tout en fermant ses propres centrales nucléaires, une source d'énergie pourtant bas carbone. Cette schizophrénie politique montre bien que l'écologie n'est ici qu'un outil de communication, pas une réelle priorité. Le pire est peut-être à venir. Récemment, la France et le Liban ont annoncé un partenariat stratégique pour promouvoir des projets durables. Mais comment croire en cette collaboration quand les deux pays sont dirigés par des équipes qui ont prouvé leur incapacité à gérer leur propre crise ? Au Liban, l'argent français a trop souvent servi à renforcer les mêmes réseaux corrompus qui ont ruiné le pays. En France, les fonds alloués à la coopération internationale sont gaspillés dans des projets opaques, sans aucun contrôle sérieux sur leur impact réel. Il est temps de mettre fin à cette mascarade. Les citoyens libanais et français méritent mieux que des promesses creuses et des actions contre-productives. Le développement durable ne peut être atteint que par des dirigeants intègres, des institutions transparentes, et des politiques fondées sur des preuves, pas sur des intérêts politiques ou des calculs électoraux. Nous devons exiger des comptes. Nous devons refuser de nous contenter de mots vides et d'engagements non tenus. Le véritable changement viendra seulement lorsque les peuples reprendront le pouvoir face à ces pseudo-dirigeants qui jouent avec l'avenir de la planète et de l'humanité. Avec détermination. Dans une initiative audacieuse visant à remodeler le paysage énergétique américain, l'ancien président Donald Trump a signé, le 23 mai 2025, une série de décrets visant à accroître considérablement les capacités nucléaires du pays. Ces directives, publiées quelques mois seulement après son retour au pouvoir, visent à accélérer la construction de nouveaux réacteurs, à supprimer les obstacles réglementaires et à repositionner les États-Unis comme leader mondial de la technologie nucléaire. Ces décrets imposent un processus d'approbation accéléré pour les centrales nucléaires de nouvelle génération, y compris les petits réacteurs modulaires, PRM, et demandent aux agences fédérales d'identifier au moins 3 sites de centrales à charbon déclassés en vue de leur conversion en centrales nucléaires dans un délai de 18 mois. Une disposition controversée charge également le ministère de l'Énergie d'étudier la réouverture du dépôt de déchets nucléaires de Yucca Mountain, un projet bloqué depuis des décennies en raison de préoccupations environnementales. Trump a présenté ces mesures comme essentielles pour parvenir à l'indépendance énergétique et lutter contre le changement climatique sans s'appuyer sur des fantasmes d'énergie renouvelable, bien que les groupes environnementaux aient immédiatement condamné cette décision, la jugeant irresponsable.
L'administration a simultanément annoncé 7 milliards de dollars de subventions pour l'extraction d'uranium et l'exportation de réacteurs, témoignant d'une stratégie géopolitique visant à saper la domination russe et chinoise sur les chaînes d'approvisionnement nucléaire. Alors que des contestations judiciaires sont attendues et que les partenaires internationaux suivent de près ce changement de politique, ces décrets pourraient définir l'héritage énergétique de Trump s'il résiste à l'examen du Congrès et de la justice. L'analyse de CNN souligne comment ce plan risque de relancer les débats sur la sûreté nucléaire tout en testant les limites du pouvoir présidentiel en matière de politique énergétique. Merci beaucoup d'avoir regardé le journal du soir de la 3e chaîne de télévision française. Ici Albert Rochefort, je vous quitte, et le prochain journal sera à la même heure demain avec Émilie Granger, alors passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette, uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.